Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Très heureux de vous retrouver dans La Traversée. Alors aujourd'hui, on a le privilège, l'honneur, je devrais dire, de recevoir Françoise Rochet. Françoise, tu peux nous dire quelques mots ? Eh bien, d'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, eh bien, moi, je suis ravie d'être parmi vous et un peu surprise d'être invitée aussi. Et pour me présenter, moi, je suis passionnée jongleuse. Passionnée et jongleuse. Passionnée et jongleuse. Ok, tu jongles avec tes passions ou... Non, ma passion, c'est le jonglage. Oui, je me rappelle. Voilà, c'est ça. Moi, je regarde toujours vers le haut, en fait, puisque je lance des objets en l'air et j'essaye de les rattraper. Alors quand tu dis ça, tu vois, moi l'allusion, c'est tout de suite quand j'étais enfant et qu'on faisait des crêpes, eh bien on lançait des crêpes et il fallait essayer de les rattraper. Mais je me suis arrêté là dans la partie jonglage. Ouais, moi, je me suis pas arrêtée là. Je me suis rendu compte que quand je jonglais, ça me rendait heureuse. Alors, j'ai toujours continué, poussé au plus loin que je pouvais. Ça m'a amené loin. Ça continue de me mener d'ailleurs. Ouais, super. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit qu'on veut devenir jongleuse professionnelle ? Mais en fait, moi, c'était vraiment le rapport à la scène. Quand je montais sur scène, je me sentais heureuse et c'était à peu près le seul endroit où je me permettais d'être authentique, d'être moi. Alors évidemment, j'ai commencé à faire de la scène, j'étais toute petite, j'avais pas conscience de tout ça, mais par contre, j'avais bien conscience que j'étais heureuse sur la scène, quoi. Même si c'était difficile pour moi, parce que je suis plutôt timide. Mais le fait d'aller sur scène, je travaillais très fort en amont. Et puis après, il y avait une notion de mérite. J'avais travaillé beaucoup d'exercices en jonglage, puisque c'était des entraînements quotidiens. Et après, quand j'étais sur scène et que ça marchait, ça m'apportait une très, très grande joie. Et donc ça, je l'ai découvert très jeune, très petite, puisque j'ai commencé à jongler, j'avais 8 ans. Avant, j'étais majorette à l'âge de 5 ans. Et donc, dès 5 ans, j'étais déjà sur scène et j'avais cette notion de mérite, quoi, de vraiment, pour montrer quelque chose, il faut savoir le faire et pas juste aller comme ça. Et donc, pour moi, c'était important. Et à chaque fois que ça me permettait de réussir, parce que bien sûr, il y a l'échec. Hein. En jonglage, l'échec, on peut pas bien le camoufler parce que dès qu'on échoue, ça tombe. Et alors, tout le monde le voit. Et c'est très difficile de cacher. Des fois, il y a des petites rattrapes. Ça tombe pas forcément tout de suite, mais quand ça tombe, c'est très visuel. Tout le monde voit que c'est raté. Alors, quand on est enfant, on est tout de suite excusé. Mais après, en vieillissant, on l'est moins. Et puis, on attend du jongleur que ça tombe, quoi. On retient beaucoup ça. Le spectateur retient beaucoup ça, que c'est tombé ou que c'est pas tombé. Donc, en fait, c'est vrai que cette partie réussite, ça me donnait de la valeur. Voilà. Donc, j'avais besoin d'être reconnu, d'avoir d'être valorisé. D'être valorisé. Et qu'est-ce que tu retiens en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, combien de temps tu passais quand tu étais enfant ? Moi, quand j'étais enfant, je le prenais déjà très au sérieux parce que combien de temps par jour, je sais pas, mais peut-être 1 heure quand même déjà, une demi-heure, 1 heure. Je me souviens souvent, maman, entre le repas du midi, je mangeais pas à la cantine. Donc vite, on arrivait de l'école, on prenait le sac et il fallait faire une demi-heure d'entraînement avant de retourner à l'école, quoi. C'était tout chronométré. Et donc j'y coupais pas, quoi. Enfin, je voulais vraiment le faire, quoi. C'était pas. Donc ça, c'était tous les midis. Par exemple. Et le week-end ? Et le week-end, évidemment, puisqu'il y avait plus de temps. C'est ça. Et puis après, quand j'étais ado, j'ai eu la permission de m'entraîner dans des gymnases, notamment à Saint-Laurent-sur-Sèvre, là, quand j'étais au collège. Et là, j'y allais le soir. J'avais un peu plus de temps. On me laissait y aller le soir quand il n'y avait plus d'élèves, quand il n'y avait plus personne. Donc, j'allais dans ce gymnase tout noir. Et tu étais toute seule ? Ouais, j'y allais toute seule, il faisait froid. Enfin, fallait avoir envie, quoi. C'est ça. Mais j'avais déjà des objectifs. Et qu'est-ce que ça t'a appris ?
En fait, pour moi, j'ai eu une enfance quand même très difficile et c'était un peu de la survie. C'est-à-dire que je m'accrochais très fort à ça parce que c'était ce moment où j'étais heureuse, quoi. Même si la scène, c'est très court, parce que souvent, je faisais un numéro de 5 à 10 minutes, hein, un peu comme un sportif de haut niveau. Hein. C'est toute une structuration comme ça que je me suis... Mais ce moment-là, il était tellement beau, tellement sacré, même si des fois il était raté, hein, c'est pas toujours dans la réussite, que ça valait le coup de passer toutes ces heures avant. Et ça, j'en ai jamais démordu. C'était ma bouée. Et ça reste aujourd'hui un... Alors aujourd'hui, tout ça, ça s'est transformé parce que j'ai traversé... moi, quand j'étais enfant, j'ai donc été agressée sexuellement. Et le jonglage, ça m'a vraiment tirée vers le haut. Puisque réussir sur scène, ça me donnait de la valeur. Et donc, ça me permettait de fuir aussi quelque chose. C'est-à-dire que, j'ai tout fait, tout cet aspect très douloureux auquel je croyais ne pas avoir à faire face. Et donc, du coup, j'étais à fond dans le jonglage. Et ça m'apportait plein de choses bénéfiques. Donc, évidemment, je continuais dans cette chose bénéfique jusqu'au moment où ça n'a pas été suffisant. Puisque tout revient toujours. Hein, donc ça t'a rattrapé combien de temps après ? Quand j'étais jeune femme, quoi. L'adolescence, je l'ai mal traversée. Mais j'étais encore à fond dans le jonglage. Et puis après, quand j'ai commencé à fréquenter un peu des garçons, alors c'était une catastrophe. Parce que j'étais complètement coincée, quoi, avec mes souffrances et avec mes traumatismes. Et puis, du coup, fallait faire face. Et puis, en fait, j'ai rajouté de la douleur, de la culpabilité, de la souffrance, puisque j'ai fait de la boulimie. Enfin, je ne m'acceptais pas moi, quoi. Et j'acceptais rien. Et je pensais qu'en étant juste très forte, ça suffisait, mais c'était pas suffisant. Et donc le bouquin, ça t'a aidé en fait, de pouvoir dire, de pouvoir... Le livre, j'ai donc écrit un livre l'année dernière, mais le livre, ça m'a pas... l'idée, c'était pas de m'aider, l'idée, c'était plus maintenant de transmettre quelque chose, puisque je pense déjà avoir traversé toute cette partie thérapeutique qui était absolument nécessaire. Alors après, ça fait du bien hein, d'écrire un livre, c'est pas ça, mais l'idée première, c'est pas thérapeutique. Oui. C'est plus dans la transmission, et puis c'est aussi pour participer à cette libération de la parole qui est absolument essentielle, et puis il y a encore beaucoup de chemin, même s'il y a quand même beaucoup de belles choses qui se font actuellement. Il faut qu'on continue à informer, qu'on continue à en parler, et que les gens puissent recevoir, c'est-à-dire que... moi, je dis toujours, il y a celui qui a été agressé, il y a la victime qui libère sa parole, mais en face, il la libère en face d'une personne. Oui. Et si cette personne n'arrive pas à accueillir cette parole, alors ça peut casser toute cette libération de la parole. Et donc, plus on en parlera, plus les gens en capacité de recevoir cette parole, plus il y en aura, quoi, ces personnes-là. Et donc ça rend service à tout le monde, en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas que toi, il y a ton entourage, il y a tous ceux qui sont... C'est ça, c'est très dur pour l'entourage. En fait, l'entourage, quand il prend cette parole libérée, c'est compliqué. Donc, plus on en parlera tous ensemble, et plus, moi, ce sera compliqué, même si c'est toujours aussi douloureux. Et que... Mais voilà. Le but, c'est pas de banaliser, le but, c'est non, de pas du tout, conscientiser. Évidemment. Voilà, le but, c'est toujours informer et prendre conscience, et justement pas de banaliser et de pas de minimiser. Puisque la victime, elle fait ça très bien toute seule. Ouais. Les premières choses qu'elle fait, c'est de minimiser, c'est d'étouffer, c'est de faire du déni. Voilà, ça, elle fait très bien toute seule. Puis à un moment donné, voilà, ça marche plus. Il faut faire autrement. Donc moi, le chemin du jonglage, c'était très ambigu parce que celui qui m'a agressée sexuellement, c'est aussi celui qui m'a initiée au jonglage. Et donc du coup, il y avait tout ça qui se mélangeait. Ouais. Et donc est-ce que par moment, ça t'a été difficile de continuer à jongler, tout simplement ? Non, pas de continuer à jongler, mais par contre, je supportais plus cette question qui était de comment est-ce qu'on commence à jongler, pourquoi on devient jongleuse. Oui. Et donc, est-ce que ça faisait référence à cette personne ? C'est ça, et il fallait toujours que j'explique, puisque personne ne savait. Non, ma famille ne savait pas ce qui s'était passé. J'ai tué ça pendant 15 ans. Et donc, du coup, quand on me pose la question, je dois répondre la vérité. Sinon, après, ma famille va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Donc, il fallait que je réponde la vérité. Et je me souviens, quand j'étais ado, j'étais très en colère avec ça. J'étais très, très en colère. Je supportais plus qu'on me pose la question. Alors qu'aujourd'hui, je comprends très bien, c'est une question qui est complètement légitime. Mais parce que j'ai traversé toute cette épreuve, quoi. Mais
Du coup, ça me donnait une espèce d'ambiguïté entre le fait d'aimer très fort ça et d'être liée à cette personne qui avait détruit mon enfance, quoi. Mm. Mais pas ma vie. Mais pas ta vie, bien sûr. Parce qu'on peut... Il y a un chemin de lumière pour tout le monde et je pense que là, je parle de ce traumatisme-là, mais chacun, il y a plein de gens qui vivent d'autres traumatismes et je suis convaincue qu'il y a un chemin de lumière pour chacun, mais il faut quand même bien le trouver. Des fois, il est bien difficile à trouver. Ou les signaux. Les signaux, on les voit donc pas. Ça c'était ta traversée, je dirais, de souffrance, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Okay. Et tu m'as dit qu'il y avait aussi des traversées de lumière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le jonglage, c'est une traversée de lumière, vraiment. Le fait d'aller sur scène, ce que je m'autorisais en fait sur scène, le jonglage, c'est devenu mon langage. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des mots, je lançais des bâtons, parce que moi, je jonglais avec des bâtons de majorette. Et du coup, tout s'est lancé, exprimer des mots que je ne disais pas. Donc, à l'entraînement, je me suis tout autorisée aussi. Les colères, la joie, les hurlements de joie, mais les hurlements de rage. Donc, c'était très bénéfique parce qu'au moins, là, je pouvais la remettre là, ma colère. Il y avait quelque chose qui s'exprimait. Et puis après, les moments scéniques extraordinaires, des choses... j'ai vécu des moments... quand j'avais 15 ans, j'ai fait un festival, le Festival mondial du cirque de demain. Mais c'est juste, j'avais aucune préparation. Moi, j'arrivais de ma province. J'avais vu ça à la télé, j'avais 10 ans. J'avais vu un petit garçon qui s'appelle Anthony Gâteau et qui avait le même âge que moi, qui avait 10 ans. Et quand je l'ai vu à la télé, j'ai dit, moi, je veux faire ça. 5 ans après, j'étais à ce festival à Paris. J'avais 15 ans. Mais sauf que je débarquais dans un monde professionnel, avec toutes mes faiblesses, mais avec mes forces techniques. J'avais tellement travaillé que techniquement, je jonglais déjà à 6 bâtons, ce qui est quand même... Voilà. C'est énorme. C'est énorme, à 15 ans, c'est énorme. Mais par contre, j'avais ma petite jupette, mes petites soquettes. J'avais pas de prof, quoi. J'avais tout fait toute seule. C'est pas que je n'avais pas en tenue appropriée, mais j'avais une tenue très ado. Et donc, du coup, quand on est avec des gens qui ont des entraîneurs et tout ça, les ados, en fait, ils ont déjà des tenues, ils ont déjà une avance sur moi qui n'avait pas du tout ça, quoi, qui avait tout fait toute seule. Et toute seule avec ma famille qui n'y connaissait pas plus que moi, quoi. Donc, on est arrivé là-dedans et dans cette piste du cirque d'hiver, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis juste exprimée moi avec toute ma gêne parce que j'avais de l'acné, j'avais ma petite jupette et puis mais par contre, j'avais une technique et puis j'y mettais tout mon cœur. Donc, c'est passé avec le public très bien. C'est là où on voit que quand il y a une forme d'authenticité avec les gens, ça passe et ça marche en fait. Et ça, j'essaye toujours d'être vraie, moi, sur scène. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas un peu en amont. Les émotions qu'on veut donner sur scène, c'est très important, ce qu'on veut donner. Il faut le savoir, ce qu'on veut donner. À l'époque, je ne le savais pas trop, quand j'avais 15 ans. Tout ce que je voulais donner, moi, c'était... j'ai travaillé très fort et je vais vous montrer, je vais vous partager ma passion... pour cet art. C'est ça que je venais faire sur scène. Et aussi, je m'autorisais à recevoir de l'amour du public, puisque j'étais vide de ça, quoi. Aujourd'hui, tout ça s'est transformé. Maintenant, je cherche à donner beaucoup d'amour sur scène. Et puis, aussi, évidemment, depuis que j'ai rencontré mon compagnon, tout ça s'est transformé. Puisqu'il y a... Pour moi, il y a eu un chemin vraiment qui m'a menée à ce compagnon avant d'avoir beaucoup de relations très difficiles, puisque je me mettais en position je rencontrais des gens en souffrance comme moi, donc 2 personnes en souffrance qui essayent de construire une vie à 2, ça marche pas très bien. Et donc après, quand j'ai commencé à me réparer moi, j'ai fini par rencontrer une personne qui était plus équilibrée, quoi. Et donc du coup, la relation, maintenant, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien, oui. Très heureux, très heureux. Donc, si tu pouvais nous dire, dans ce souvenir-là, tu évoques donc un souvenir à 15 ans dans lequel ça s'est bien passé malgré peut-être des apparences ou des choses dans lesquelles tu aurais peut-être, si c'était à refaire, fait autrement. Mais c'est quoi les grandes étapes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, voilà, à 15 ans... tu m'as dit, ce qui fait que tu fais ça, c'est essentiellement le plaisir d'être sur scène. Mais je pense qu'il y a, pour s'entraîner tous les jours, combien tu t'entraînes aujourd'hui?
Maintenant, je fais 1 heure par jour, mais j'ai fait jusqu'à 8 heures par jour. Ok. Là, ça fait 42 ans que je jongle. Mais j'ai eu une époque, quand j'étais en Chine, par exemple, je faisais 8 heures par jour. J'ai eu des moments de ma vie où il était hors de question que je rate une journée. Donc, par exemple, je me suis retrouvée à jongler dans des lieux aussi insolites que des halls de piscine, chez mon kiné. Dehors, au début, c'était dehors, mais après, c'est compliqué dehors. Il y a la pluie, le vent, il faut des conditions particulières, quoi. Donc, dès qu'il y a un bout de hauteur, tiens, je peux pas. J'essayais d'aller, même sous des porches de maisons, voilà, d'immeubles ou de trucs privés, quoi. J'allais, et quand il pleuvait, puis je me mettais là, puis quand les gens arrivaient, on s'en allait avec maman, on se carapatait, c'est drôle, quoi. Tu faisais ça avec ta mère? Ouais, je faisais ça avec ma mère quand j'étais petite, quand j'étais enfant, elle m'emmenait partout, maman. Donc, du coup, j'ai fait des choses comme ça. Il était hors de question de manquer une journée. Il y avait une autodiscipline qui s'est installée très fort en moi parce qu'il y avait cette conscience très vite de se dire « Oh là là, quand ça marche, c'est quand même chouette, quoi !» Il y a la conscience de quand on travaille beaucoup, ça finit par marcher, et ça j'en suis convaincue. Et quand les gens disent j'ai pas confiance en moi, mais en fait moi j'ai pas spécialement confiance en moi à la base. Mais à force de travailler, de répéter des milliers de fois, voire des millions de lancers de bâtons, au bout d'un moment on peut avoir que confiance en soi quand ça fait des dizaines de milliers de fois qu'on fait le même mouvement. Donc tu es une virtuose du bâton. Voilà. Oui, il faut le dire quand même, une virtuose du bâton, j'en vois pas tous les jours, moi. Oui, après le mouvement, plus il est répété, et en fait l'idée ça c'est un peu la différence entre l'artiste et le sportif à mon avis, c'est que l'artiste il répète le mouvement comme le sportif, mais c'est vraiment pour après y mettre de l'émotionnel, quoi. C'est ça qu'on vient d'abandonner quand on est artiste, c'est pas la technique normalement, sauf qu'il faut le faire dans l'ordre. Donc ça commence forcément par la technique, parce que si on n'a rien à montrer, c'est pas la peine d'aller sur scène. Et puis après, une fois que la technique on l'a bien ingérée, elle est partie de nous et qu'on arrive à l'oublier, on peut donner tout le reste, quoi. Donc tout ça c'est un très très long processus. Ouais, comme un comédien qui met en bouche un texte et puis qui ensuite devoir l'exprimer. Et le valoriser pour qu'il y ait l'émotion qui soit nécessaire, qui est prévue à cet endroit-là. C'est le même processus, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient virtuose et puis je sais pas, tu étais championne du monde, je crois, c'est ça? Oui, j'ai été... C'est quoi ça, les championnats du monde? Comment ça se passe? Ouais, c'était extraordinaire. J'avais 21 ans. Et puis, c'était un creux à cette époque-là. J'avais un peu du mal à trouver du boulot parce qu'il faut savoir tout faire dans ces métiers-là. Il faut savoir vendre son numéro. Il faut envoyer les cassettes. À l'époque, c'était des cassettes VHS, les cassettes de magnétoscope. C'est ça. Donc, il fallait... c'est pas forcément la partie que j'aime le plus. Nous, les artistes qu'on aime bien, c'est être sur scène. C'est pas forcément toute la partie commerciale derrière. Et donc, du coup, à cette époque-là, il y a un de mes amis qui me dit « Mais tu devrais aller aux États-Unis, ils vont adorer ton travail, tout ça. » Alors, je dis « Bon, je vais essayer de trouver un peu de sous pour aller jusque là-bas et participer à ces championnats du monde. » C'était à Las Vegas, cette année-là. Et là, c'est pareil, c'était un peu comme à Paris. C'est tellement des grosses surprises, c'est-à-dire que j'arrive dans quelque chose auquel je ne m'attends pas et ça fait... c'est énorme, quoi. C'est juste... D'abord, il y a aussi le public américain, qui est très différent du public français, qui peut s'extérioriser beaucoup plus encore. Ensuite, ils ont l'habitude des parades, de ce genre de choses. Des méga shows. Parce que j'imagine que quand tu étais à Vegas, il y avait j'avais milliers de personnes. Oui, j'avais des yeux grands ouverts. Et donc, du coup, en même temps, c'était une rencontre de jongleurs. Donc, on était plusieurs milliers de jongleurs. Et il y avait à l'intérieur de cette convention de jonglage un concours, un des seuls concours de jonglage qui existent au monde, puisque en général, les concours, c'est toujours lié à un festival de cirque. Donc, on est toujours mélangé à d'autres disciplines. Alors que là, c'était que des jongleurs. Et donc, du coup, moi, j'avais décidé de participer aussi pour me faire un peu remarquer parce que ça ramène toujours du travail. Le but de faire ces festivals-là, c'est d'abord de ramener du travail. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré Anthony Gatto qui habite Las Vegas. Donc, pour moi, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a comme un fil rouge avec cette personne-là que j'ai connue toute petite, que j'ai rencontrée à Las Vegas. Après, qui est devenue mon amie. On a toujours gardé un lien, quoi. Donc, ça, c'est une belle histoire.
pour moi, ça m'a... Enfin, je l'ai déjà partagé, mais il ne se rend pas compte à quel point ça m'a tiré quoi, vers le haut. Quoi. Ça m'a inspiré et j'ai toujours voulu suivre ses pas. Quoi. Et donc, quand je suis arrivée à Las Vegas, faire ce concours, ça a été exceptionnel parce que la manière dont ils ont accueilli mon numéro, ça a été fabuleux pour moi. Je suis restée j'étais la seule française à rester en liste et même la seule femme, puisque hommes et femmes s'étaient mélangés. C'était confondu, ouais. Ouais. Et alors de gagner ce concours, c'était juste extraordinaire, vraiment. Et qu'est-ce qui fait que tu crois que tu as gagné ce concours ? Qu'est-ce qui fait que je crois ? Tu vois, c'est quoi ? C'est la performance de ton point de vue ? C'est ton émotion ? Qu'est-ce que tu as fait qui ont... C'était un peu tout. J'étais venue avec... déjà, il y a très peu de femmes qui jonglent. Et donc, du coup, j'avais vraiment voulu insister sur l'aspect je veux garder la féminité et je veux pas jongler comme un garçon. Donc, j'étais venue avec une musique très... j'avais vraiment accentué l'aspect féminin. Et j'avais comme mis ma technique, ma très haute technique. Donc, ça a beaucoup compté. Mais aussi tout l'aspect artistique a compté aussi, hein, parce que c'était des choses qui se voyaient moins à l'époque, quoi, qui maintenant se sont beaucoup développées. C'était l'époque, tout ça, c'est les débuts du Cirque du Soleil, c'est les débuts du plus grand cabaret du monde, parce que moi, quand j'ai commencé, tout ça, ça n'existait pas. Hein. C'est-à-dire que la projection de je veux faire ce métier-là quand on est petit, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de matériel de jonglage. C'est-à-dire que moi, mes premières massues, elles ont été faites main à Paris, il n'y avait pas de magasin, tout ça n'existait pas. Donc, on est dans une autre planète, quoi. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, tu me disais qu'il y avait à la fois ta technique, mais ce qui avait peut-être sûrement plus compté, c'était aussi la partie artistique et la partie féminine. Et la surprise aussi, puisque aux États-Unis, j'étais absolument pas connue. Donc, ils disaient qu'est-ce que c'est qui débarque ? C'est quoi qui débarque ici ? Et donc, tout ça a compté. Et après, j'ai beaucoup gardé de relations avec beaucoup d'Américains qui m'ont toujours beaucoup aidée. Je suis retournée beaucoup de fois aux États-Unis. Moralement, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Toujours soutenue. Ça a été très chouette. Toujours cet aspect positif. Ouais, c'était bien. On t'aime, Françoise. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Non, c'est chouette. Et c'est en dehors de... Tu as été qu'une fois, tu as fait qu'une fois cette compétition ? Oui, parce qu'après, en fait, c'est pas du tout... Faut pas envisager ça comme des championnats du monde récurrents qu'on fait tous les ans. En général, on participe une fois, comme tous ces festivals qu'on fait d'ailleurs. Quand vous faites le festival de demain, vous le faites une fois. Quand vous faites Monte-Carlo, vous le faites une fois, peut-être deux, mais c'est pas les mêmes artistes qu'il y a tous les ans au festival de Monte-Carlo. Donc, ça change, en fait. Ouais. C'est l'idée. L'idée de base, c'est d'abord une grande fête des jongleurs, une grande fête des artistes de cirque, où les gens viennent partager un moment fabuleux. En général, c'est que des bons numéros, de toute façon. Et puis après, bon, voilà, on gagne pas, mais c'est pas forcément le plus important. Je comprends. Le plus important, c'est quand même d'être là et déjà de participer, parce que franchement, on est déjà un peu trié sur le volet, quoi. Donc... c'est déjà toujours des bons numéros qui sont là. Je t'ai entendu tout à l'heure parler de la Chine. Et tu t'y restais combien de temps ? Alors, je suis allée en Chine en 1992. Je suis partie par là-bas 3 mois, dans l'école de cirque acrobatique de l'armée de Canton. Donc, c'était dirigé par l'armée. Et en fait, c'est parce que j'ai fait 2 stages dans ma vie comme ça. Sinon, j'ai appris toute seule. Mais quand j'ai fait, après avoir fait le Festival mondial du cirque de demain, quand j'avais 15 ans, le directeur de ce festival s'est dit, tiens, pour l'aider, on l'enverrait bien faire un stage en Chine, parce que la Chine, la Russie, ils sont au top de niveau cirque, ils sont au top, quoi. Donc, du coup, je suis partie là-bas toute seule. J'ai été très, très isolée, puisque, je vais encore passer pour une vieille, mais à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a même pas le téléphone, parce qu'en fait, il y a le téléphone 15 minutes par jour le dimanche après-midi, et ça coûte 350 francs de l'époque pour téléphoner un quart d'heure, et j'avais le droit de téléphoner que 15 minutes une fois par semaine. Donc, et puis tout est... c'est la Chine de l'époque, quoi. J'étais à Canton, quand je me promenais dans la rue, j'étais blonde, j'avais les cheveux longs, j'étais dévisagée, quoi. Ils n'avaient jamais vu de touristes, quoi, là-bas.
Donc c'était très particulier et j'étais sous surveillance d'une petite chinoise qui était aussi dans cette école, hein, mais élève qui était déjà plutôt dans les dernières années, mais qui était adorable. Et en fait, c'est devenu mon amie plus que celle qui me surveillait. Mais alors, c'était très drôle parce que pour communiquer, on mélangeait tout. Et à la fin, de toute façon, il n'y a que nous deux qui nous comprenions parce qu'on mélangeait des mots de français, de chinois, d'anglais, et puis avec qui on parlait avec les mains. Et c'était très, très drôle. Et et puis, c'est des gens qui bossent comme des fous. Donc, il y avait une forme de solidarité comme j'ai rarement connue. Vraiment, c'était extraordinaire. Cette espèce on travaille plus de 8 heures par jour. Donc, on souffre quand même. Hein. Et donc, du coup, on est tous hyper soudés, quoi. J'avais jamais connu ça avant dans cette... Et donc, moi, je devais faire 30 fois le numéro par jour, un truc de fou. Et puis, des fois, je faisais peut-être 25 ou 27 fois. Et il y avait le chorégraphe ou l'autre jongleur, parce qu'il y avait 2 personnes qui étaient très, très gentilles avec moi, qui disaient « Oui, oui, quand le big boss, il passait, oui, oui, elle les a fait, les 30 !» J'avais les mains qui saignaient, des crevasses et tout. Ouais, parce que sinon, le risque, c'est que si tu l'avais pas fait, il fallait que tu les fasses. Oui, c'est ça, mais je faisais du mieux que je pouvais, mais on passe pas d'un entraînement tranquille, enfin tranquille entre guillemets, à la maison au Sable d'Olonne, à 8 heures d'entraînement par jour à la chinoise avec juste un après-midi de relâche. Physiquement, c'est très compliqué. Donc j'essayais de suivre le rythme, mais quand même, hein, c'est chaud. Ça, plus tout l'aspect psychologique. Puisque pendant 3 mois, je n'ai quasiment pas parlé. C'est très bizarre. Hein. En fait, j'écrivais le soir, je prenais mon petit carnet de notes et j'écrivais pour essayer d'évacuer, parce que je sortais quasiment aucun mot. Hein. C'était que du chinois autour de moi. Personne ne parlait anglais, personne ne parlait français évidemment, que du chinois toute la journée. Et donc, il me faisait chanter en chinois. J'ai vécu une expérience extraordinaire. Puis j'étais jeune, j'avais 18 ans, hein, donc c'était particulier, c'était chouette. D'ailleurs, je vais en parler dans le prochain spectacle. Génial. Ouais, on va parler de cette expérience en Chine. Et c'est quoi les autres expériences qui t'ont marqué? Il y en a plein. Après, j'aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup aimé voyager. J'ai donc fait une autre expérience en Russie. C'était la même année. Donc ça, c'était aussi extraordinaire. Mais après, des choses où dans les spectacles aussi, une fois, j'ai été faire on a fait 1 mois de répétition au Canada pour faire une tournée au Japon. Et alors, je me souviens quand je suis arrivée au Canada, je suis tombée sur une jeune qui m'a accueillie à l'aéroport. Et alors, elle parlait avec un tel accent que je comprenais rien du tout. Et alors, je me disais, elle me parle français, je comprends rien. C'était très, très drôle. Parce que d'habitude, voilà, quand je suis allée en Chine, je comprenais rien. Quand je suis allée en Russie, je comprenais rien. Et là, quand j'arrive au Canada, je me dis, bon, là, chouette, je vais tout comprendre. Et là, j'avais quelqu'un en face de moi avec un tel accent que je comprenais rien non plus. Donc, l'accent québécois qui était trop fort pour toi? Ah ouais, c'était très, très drôle. Et c'était où? C'était Québec ou c'était Montréal? Alors là, c'était Montréal, mais c'était des Québécois. En fait, c'était avec comment il s'appelle, le cirque, je ne me rappelle plus de son nom. Cirque Éloise. Ah, Cirque Éloise. Cirque Éloise. Et c'était au début, ils venaient d'être créés, le Cirque Éloise. Et en fait, avec eux, moi, j'ai intégré leur troupe sous la direction d'un ancien directeur du Cirque du Soleil qui s'appelait Guy Caron. Et on a fait tout un spectacle qui après a été tourné au Japon. Et donc, on a tous débarqué, j'étais la seule française, on a tous débarqué avec tous les Canadiens pour cette fantastique expérience magnifique, la première fois au Japon. Le Japon, j'adore aussi. J'adore, j'y suis allée 7-8 fois. J'aime beaucoup l'esprit japonais. J'ai toujours été très gâtée par les Japonais. Ils sont juste très, très accueillants avec les étrangers. Donc à chaque fois que j'y vais, pour moi c'est un bonheur. J'ai été accueillie plusieurs fois par un agent, pour le coup, un agent japonais qui m'a fait revenir plusieurs fois. Et pour vous dire, par exemple, une fois il m'a offert, alors qu'il avait 2 places d'invités pour aller voir Pavarotti à Tokyo. Donc je me suis retrouvée avec un billet de 500, ça coûtait 500 € la place là, pour aller voir Pavarotti. Il m'a allez, cadeau. Et je suis allée voir Pavarotti. Voilà, le genre d'agent japonais qui m'a fait venir travailler au Japon. Très gâtée. J'ai une bonne expérience aussi. J'ai un fils qui est marié à une japonaise et qui vit au Japon. Ouais. Donc je suis un fan aussi du Japon.
Ouais, le cirque et l'Oise aussi, c'est toujours, pour moi, c'est des belles rencontres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors après, j'ai pas eu l'occasion de retravailler avec eux, mais je les ai recroisés une fois. Ah, tu te souviens? Bah ouais, parce que eux, c'était leur début, hein. C'était vraiment le début parce que quand je suis allée, c'était en 93, je crois, la première fois que je suis allée au Japon. Et voilà, j'espère retourner au Canada aussi, Tu as travailler. principalement donc tourné seul plutôt que de tourner En fait, j'ai toujours tourné seule, Mhm. mais toujours intégrée dans des spectacles, puisque moi, je suis toujours arrivée avec mon numéro de 8 minutes, quoi. Donc, j'avais ma partie soliste dans un spectacle. Donc, j'ai fait beaucoup de cabarets, dîner-spectacles, et notamment, les dernières années, j'ai beaucoup travaillé en Allemagne parce qu'il y a vraiment des très très beaux spectacles en Allemagne. Il y a une grosse culture du visuel. Ce qu'on appelle le visuel, nous, c'est les spectacles visuels. Bah, comme son nom l'indique, c'est des spectacles qu'on regarde. Donc, bah, ça va être effectivement tout ce qui est numéro aérien, numéro de jonglage, numéro clownesque, voilà. Tout ça, on appelle ça le visuel. Et il y a une grosse culture de ça en Allemagne. Donc, il y a plein d'endroits où ce qu'on appelle des cabarets en Allemagne, ce sera plus tourné vers le visuel. Du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé là. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer. Alors, on est très mélangés dans ces spectacles. Ça vient de partout. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des Canadiens aussi, avec des Russes, avec des Chinois un peu moins, parce que quand ils se déplacent, ils viennent tous ensemble. Ils viennent carrément avec tout un spectacle souvent. Mais ça m'est quand même arrivé. Et puis avec, bien sûr, des Européens, des Américains, enfin... C'est quoi qu'est-ce que tu penses qui est ta qualité pour qu'en fait, en dehors de ton aspect artistique, qui fait que ça fonctionne bien avec la troupe qui va t'intégrer, puisqu'en fait tu as un numéro à l'extérieur de la troupe initiale, quoi. Alors après, souvent c'est un mélange qui est mis en place par le metteur en scène, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui met les numéros ensemble. Donc évidemment, il faut que la programmation, elle soit variée et diverse. En général, moi, quand je suis dans un spectacle, il n'y a pas d'autres jongleurs. C'est très rare. Ou alors, ça va être un jongleur diabolo. On a vraiment pas du tout l'impression de voir la même chose. Mais souvent, je vais être mélangée avec des numéros aériens, avec des acrobates, avec des équilibristes, avec des... Voilà. Donc, c'est pas moi, en fait, qui vais décider de comment ça s'agence. Ça s'agence. Mais en général, ça se passe bien. Ouais, mais en fait, ce que je te demandais par là, c'est qu'en fait, par moment aussi, il y a des gens qu'on reprend pas parce qu'ils sont compliqués, je sais pas comment dire autrement. Ah oui. Bah après, l'aspect humain, évidemment, il faut être très 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 bon si effectivement on amène beaucoup de problèmes. Mais après, l'idée, c'est l'aventure humaine aussi. Donc si l'aventure humaine n'est pas belle, le contrat, même s'il est réussi sur scène, il est quand même un peu raté, quoi. Ce qui est chouette, c'est quand tout se passe bien. Et ça se passe pas toujours très très bien, hein, parce que des fois, le mélange des gens, c'est pas toujours facile. On est quand même beaucoup les uns sur les autres. Des fois, on doit partager. Ça m'est déjà arrivé de partager une maison où on a chacun sa chambre, on doit partager la cuisine, etc., etc. Donc, il y en a un qui range pas la casserole, et puis l'autre qui fait pas ci, et puis etc. Donc voilà. Et puis chacun amène sa culture. Donc il y en a qui se couchent à 4h du matin, enfin, etc. Donc voilà, il faut. Dans la colocation, il y a des fois Il y a une grosse adaptabilité qu'il faut avoir pour faire ce métier, je crois. C'est l'auberge espagnole permanente. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, et puis, quand on est jeune, on accepte beaucoup plus plein de choses qu'après quand on vieillit, quoi. Tu préfères avoir ta chambre d'hôtel maintenant? Oui, mais j'ai toujours eu ma chambre d'hôtel. Mais je veux dire, j'ai toujours eu mon espace. Ça, c'est très important d'avoir un petit espace à soi. Mais c'est vrai que après, il y a des contrats où c'est juste magique, quoi. Le mélange des gens, c'est magique. Puis d'autres, c'est moins magique. On est plus en train de travailler ensemble. Puis des fois, il y a des vraies amitiés qui se créent. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau quand il y a les amitiés en plus, quoi. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne rencontre. Hein. Voilà, ça c'est vrai, exactement. Ok. Et donc, si je te relance sur le sujet, c'est un peu, ça m'intéresse dans tes voyages, culturellement, tu vois, qu'est-ce que tu penses qui était ta différence en tant que Française? Qu'est-ce que tu penses que tu as apporté ou qu'est-ce que tu as retiré? Tu vois, dans les deux sens, hein, c'est.
Alors, je sais pas du tout en tant que Française. En tant que personne, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le contact humain, mais je suis pas très groupe, moi. J'aime bien l'aspect, comme ce qu'on fait là. J'aime beaucoup, en fait, de discuter à deux. J'aime beaucoup ça. Si on est dans un groupe, en général, on va pas beaucoup m'entendre, moi, dans le groupe. C'est pas moi qui vais parler le plus. Par contre, si on commence à discuter à deux, je peux être très bavarde. J'aime bien l'échange où on peut vraiment se dire des choses. Et puis après, il faut savoir que les contrats qu'on fait, souvent, moi, des contrats que je faisais, ça durait plusieurs mois. Donc forcément, au début, on est tous collègues, puis après, on peut vraiment tisser des liens d'amitié. Parce qu'en plus, comme on travaille quand tous les autres ne travaillent pas, on arrive dans des villes qu'on ne connaît pas. Si vous arrivez dans une ville, je ne sais pas, comme Essen en Allemagne, une ville très industrielle, pas très attirante, et que vous voulez être là pendant 3 mois, qu'est-ce que vous faites de vos journées ? On va s'entraîner, d'accord, mais après on n'est pas à la maison, quoi. Donc c'est bien un petit peu de tisser des liens avec les autres pour faire des choses aussi avec les autres, quoi. Et c'est pas toujours possible. Donc ça, c'est l'aspect, moi, qui m'a pesé aussi pendant des années, parce que des fois, il y a pas, je m'entends bien avec mes collègues, mais après il y a rien d'autre, quoi. Comme on n'est pas obligé, Et du coup, ça peut aussi être ça. En fait, ça donne plus de force à la solitude, quoi. Puisque moi, j'ai été seule pendant très longtemps, vu que c'était un peu désertique au niveau rencontre. Enfin, moi, je voulais rencontrer un homme, faire ma vie à deux, construire à deux, et j'avais beaucoup de mal puisque j'étais jamais là. J'étais toujours 3 mois ici, 4 mois là. En plus du fait que j'avais vécu ce que j'avais vécu quand j'étais enfant, en plus, c'était compliqué de proposer une vie équilibrée, quoi, à quelqu'un. Donc tout ça faisait qu'il y a des moments où je me sentais très très seule. Alors comment tu vis ta solitude aujourd'hui ? Ma solitude, je la vis plus aujourd'hui puisque j'ai rencontré Stéphane. Il y a peut-être des moments où on a envie d'être un peu seul. Oui, mais non, en fait, je me plaindrai pas de ça parce que j'ai trop souffert de cette solitude-là et j'adore le partage. Parce qu'il y a eu tous ces beaux moments dont je parle aussi, mais il y a des fois où je ne savais même pas avec qui les partager. Donc quand vous vivez un spectacle extraordinaire et puis que vous êtes à l'autre bout de la planète et en décalage horaire, on peut même pas appeler sa famille, personne, et puis que finalement on le partage avec personne, on rentre dans la chambre, il y a un petit côté difficile, même si je vais pas me plaindre, mais ça a plus de saveur de le partager. Et aujourd'hui, je partage ça avec Stéphane. Et c'est magnifique, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on a vécu des tas de trucs, des choses que si je devais lui expliquer après, c'est pas pareil que quand il le vit en même temps avec moi. La force que ça a de le vivre en même temps, c'est puissant, quoi. C'est très beau. C'est la force du partage, mais c'est aussi peut-être la force de la complicité. Oui, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, évidemment, sinon ça marche pas. C'est parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Stéphane est donc lui aussi artiste, il est humoriste, il me fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, une des premières choses qu'on a fait pour pas être que l'un travaille à l'autre bout de la planète pendant que l'autre est de l'autre côté, c'est que moi j'ai intégré son spectacle puisqu'il avait un spectacle d'1h20 d'humour, et moi j'ai tout de suite intégré son spectacle avec mon numéro de jonglerie et aussi à créer un petit personnage humoristique. Donc maintenant moi aussi je fais la Gugus sur scène. Comment il s'appelle ton personnage, Gugus ? Francesca. D'accord. Et son personnage à lui s'appelle ? Il s'appelle Élastique. Élastique. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Élastique et Francesca. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que qu'est-ce que le duo t'apporte en dehors de l'aspect, je dirais, de l'homme que tu as, mais le duo d'artistes, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à être toi seul en scène ? Alors moi j'ai toujours aimé essayer. J'aime bien essayer des choses que je ne sais pas faire. Même si j'aime bien les préparer. Je vais pas... Mais quand c'est nouveau, il y a quelque chose qui m'effraie. Mais par contre, je sais que si je m'y tiens, à un moment donné, ça va devenir très agréable. Même si au début, c'est très inconfortable et qu'il y a quelque chose qui me bouscule et qui est inconfortable, c'est vraiment le mot. Après, ça peut devenir magique, quoi. Il faut tenir ça, cette période inconfortable. C'est ce moment où on ne se sent pas du tout en sécurité. C'est ce qu'on va essayer de faire là avec ce nouveau spectacle qui sort, puisque là, au mois de mars,
on va sortir un spectacle qui s'appelle Silence on lance, qui va retracer un peu mon parcours, le parcours d'une victime d'agression sexuelle. Et du coup, moi, je vais me mettre à parler. C'est-à-dire que je vais raconter mon histoire avec des mots, ce qui est le comble. Et Stéphane aussi va parler, ce qui lui aussi, c'est un humoriste visuel. Donc, pour tous les deux, ça va être un challenge. Alors, bien sûr, on va mettre nos forces dedans, on va mettre du jonglage, on va mettre de l'humour. Mais il y a toute cette partie où on est dans une forme d'insécurité qui, une fois qu'on l'aura traversée, peut vraiment apporter des choses magnifiques, quoi. En fait, c'est un pas après l'autre, ça nous fait progresser dans la vie, tout simplement. C'est-à-dire que si on reste toujours avec ce qu'on sait faire, ça devient un petit peu monotone. Par contre, si on cherche toujours à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, même si on s'appuie sur ce qu'on sait faire, alors ça devient vraiment intéressant, je trouve. C'est quoi le bon dosage de l'insécurité, là, tu me disais? Donc je mets un peu d'insécurité ou un peu de nouveauté? Un peu le dosage... Là, on va vraiment sortir un peu plus que dans le dosage. Je ne sais pas. Après, moi, ça fait 7 ans que je mûris ce spectacle. Puisque j'ai mis beaucoup d'années à écrire ce livre. Et puis, ça fait 4 ans que j'ai réécrit le spectacle. Donc, du coup, il y a une grande maturité en moi. Par contre, je n'ai pas la technique d'acteur, quoi. Je ne suis pas actrice. Et ça va sortir d'une manière... J'ai confiance parce que quand j'étais jongleuse, quand j'étais ado, j'étais pas artiste, j'étais pas jongleuse, j'étais quelqu'un qui essayait de faire partager ma passion avec mon cœur. Et ça marche. Et là, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que j'essaye d'acquérir des techniques d'actrice. J'y vais pas comme ça à la one again, mais mais par contre, il va pas falloir me demander d'être une actrice qui fait ça depuis 20 ans. J'ai la conscience que c'est quelque chose de nouveau et que donc je n'aurai pas la maturité, la maîtrise d'une actrice de 20 ans. Par contre, je dis toujours, il faut bien commencer. Parce que si on pense toujours comme ça, alors on commence jamais rien. Donc je sais que je vais venir avec cette faiblesse-là. Par contre, si j'y mets tout mon cœur et tout mon authenticité, en fait, ça passe. Les gens, ils sentent ça. Ils pardonnent tout. Le public, il pardonne tout si on met ça. C'est ça que je veux vraiment essayer de ne pas étouffer quand je vais faire ce spectacle-là. Donc tu dis que le public te pardonne à partir du moment où tu mets du cœur, à partir du moment où tu es authentique, c'est ça? Oui, et après, il faut quand même mettre quelque chose dedans. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais j'ai beaucoup travaillé. Mais par contre, ce sera les premières fois que je serai actrice. Donc voilà, il faut savoir être... J'entends bien que, vu la virtuose que tu es, tu mets quelque chose dans l'affaire. Oui, je ne viens pas avec du vent. Mais par contre, il faut accepter de... Parce que c'est dur dans l'air du temps aujourd'hui. On n'accepte pas bien, je trouve. Finalement, on n'accepte pas bien des gens qui commencent. Tout de suite, on dit ouais, mais c'est pas. Bah oui, c'est la première fois. C'est pas, effectivement, ça peut pas. C'est ça. C'est la première fois, quoi. Donc, moi, je sais que c'est la première fois. Donc, je sais que ça va s'améliorer. Parce que c'est mon objectif. Par contre, si ça sort jamais, alors ça pourra pas s'améliorer. C'est aussi simple que ça. Faut commencer, quoi. C'est ça, exactement. Oser commencer. Oui, Oser. c'est ça. Et donc, c'est quoi les moments où tu as été en difficulté pour oser, ou les moments où tu penses que... Tout le temps. Pour moi, c'est dur. Hein. Pour moi, c'est dur d'oser. Mais par contre, je sais où ça mène. Donc, j'y vais. En fait, je me pose pas 1000 questions parce que sinon, j'irai jamais. Et j'y vais. J'y vais, mais c'est dur. C'est pas quelque chose de naturel chez moi. Même si on croit que... Mais non. C'est pas facile. C'est facile pour personne, en fait, je crois. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être des gens pour qui c'est facile, mais... Je crois pas que ce soit si facile. Les premières fois, c'est dur pour tout le monde. Mais si on se pose 1000 questions, il va jamais. Des fois, c'est pas toujours la première. Des fois, c'est la deuxième. Tu vois. Voilà, c'est la première, on l'a fait. Et puis après, on dit maintenant, il faut recommencer. Ouais. Tu vois, où on se met de la pression à la deuxième fois aussi. Oui. Ou quand on a bien réussi. Tu vois, ce qu'on appelle la chance du débutant. Tu vois. Des fois, on réussit un truc et on se dit... mais... C'est vrai. La deuxième fois, c'est pas la plus facile. La troisième, elle est plus agréable que la deuxième. Mais la première, c'est la surprise. Après la deuxième, il faut essayer. Après, il faut toujours essayer de s'améliorer, quoi. Mais il faut être patient avec soi-même, quoi. Puis il faut continuer à travailler. C'est une de tes qualités, ça, la patience avec toi-même? Je suis pas très patiente, mais je
suis une patiente de fond, je dirais. Je peux attendre longtemps pour si j'ai un objectif, je m'accroche quoi. T'es tenace. Je suis tenace, voilà, c'est le Voilà. bon mot. Patiente, c'est pas le bon mot. Tenace, c'est le bon mot. Je crois que je partage ça avec toi. Pas très patient, mais je suis très tenace. Ouais, c'est ça, voilà. Donc du coup, ça amène une forme de patience. Mhm. Parce que si on est tenace, ben on tient dans le temps, même si ça énerve en fait. Mais... C'est ça. mais bon, ça finit par aboutir quelque part, quoi. Sur cette idée d'oser, pour moi, j'aime bien aussi l'autre mot qui va avec, c'est s'autoriser. Ouais, c'est vrai. Ça, je trouve ça très vrai. Parce que ça va avec l'authenticité, ça va avec essayer d'être soi, quoi. Quand on est soi, on est sur le bon chemin. Que ce soit sur scène, dans la vie, pour tout, en fait. Et c'est tellement dur d'être soi. C'est dur d'être soi, puisqu'on a tous des masques tout le temps. C'est la société qui est comme ça, c'est nous-mêmes qui ne nous autorisons pas. Et sur scène, par contre, si on ne s'autorise pas, ben on se plante, en fait. Le résultat, il est immédiat. Si vous ne mettez pas un peu d'authenticité, du cœur, de la joie, de l'amour, ben on ne vous aime pas. Donc, ça ne marche pas. On ne vous engage pas. Donc, il y a une sanction immédiate, en fait, la scène. C'est ça que j'aime, en fait, moi. Même si, après, il y a quand même des formes de réussite où on ne met pas tout ça. Ce qu'on appelle c'est plus un côté commercial, on peut... Mais moi, j'aime pas ça, je suis pas faite comme ça. Je veux vraiment mettre tous ces ingrédients de fond. De l'authenticité. Oui, des ingrédients de fond pour moi, de la valeur, quoi. C'est des valeurs. Mais tout le monde ne met pas ça sur scène. Mais il y a des formules magiques qui font que ça marche. Hein, mais... Et si toi, tu le mettais pas, tu aurais l'impression de trahir, t'aurais quoi? Ouais, je crois. Et puis surtout, ça m'intéresse pas du tout, alors. Ça m'intéresse carrément pas d'aller sur scène pour il y a toujours ce fond de mérite, quoi. Je ne mériterais pas d'y aller, quoi. C'est ça. La virtuose qui mérite pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est tenace, mais je suis plus là-dessus quand même. Même si, évidemment, que c'est parce que mon enfance a été complètement piétinée que il fallait que je sois la meilleure pour m'autoriser à avoir un tout petit peu de valeur pour moi-même, quoi. Mais ça, j'ai quand même dépassé ça maintenant. Je suis plus là-dedans. Maintenant, tu sais que tu vaux quelque chose et que tu vaux beaucoup. Ben, on vaut tous quelque chose. Après, on vaut beaucoup, je sais pas. Ah, justement, je te taquine. Ouais, non, c'est pas... Après, on vaut ce qu'on met dans le... Ce qu'on met dedans, dans le pot, quoi. C'est ça. C'est nous qui mettons les ingrédients, en fait. Et c'est aussi nous qui nous valorisons. Oui, tout à fait. Donc, le danger, c'est qu'on ne prenne pas le temps de se valoriser, quoi. Oui, tout à fait. Il y en a qui savent très bien le faire, par contre. C'est ça. Peut-être qu'ils ont une survalorisation d'eux-mêmes, c'est ça qu'ils veulent dire. Peut-être. C'est ça. Oui, peut-être. Okay. Donc, on va pas parler de cela. On va parler plutôt de... On n'arrive pas tout à fait à la fin, il nous reste encore un peu de temps, mais je voulais que tu nous dises un peu... tu vois, si tu gardes comme ça, là, avec 42 ans, c'est ça, hein, que tu pratiques, c'est ça? Ouais. Sur ces 42 années, tu vois, si tu faisais ressortir un ou deux moments qui t'ont plus enseigné, qui t'ont plus appris, tu vois, si tu avais envie de partager un truc, ce serait quoi? C'est pas facile, ça, comme question. Parce que c'est tellement vaste, en fait. Moi, ce que je trouve aujourd'hui que j'aimerais qu'on parle un peu plus, c'est cette forme de discipline qu'on rejette. La discipline, pour moi, c'est pas un rejet, c'est un atout. C'est-à-dire que, entre guillemets, se forcer à faire les choses, parce qu'évidemment, moi, il y avait des jours où j'avais pas envie de m'entraîner. Mais comme je dis, pour moi, à un moment donné, aller jongler, c'était comme se laver les dents, quoi. Il y a des jours où j'y pensais pas, je me disais, il faut que je le fasse, point final. Parce qu'il y a une forme de bénéfice énorme à être dans la discipline. Et on la rend négative beaucoup trop, je trouve. La discipline, c'est chouette, quoi. Et même le jour où, moi, des fois, j'avais des très, très belles surprises quand j'avais pas envie d'aller jongler. Parce que ce jour-là, ça marchait peut-être mieux que la veille où j'avais envie d'y aller. C'est ça.
Et donc, du coup, j'étais contente après. Et une fois que c'est passé, en plus, j'étais 2 fois plus contente parce que j'avais pas envie d'y aller. Et en plus, ça avait bien marché. Donc, cette forme de discipline, pour moi, je trouve que ça manque un peu à la société actuelle. C'est une des valeurs que j'aurais envie de mettre en avant. La discipline. La discipline, mais sur l'aspect bénéfique, pas sur l'aspect militaire, stupide, pas le côté où ça peut être très bénéfique d'avoir de la discipline, mais pas la discipline bête et stupide, quoi. Une discipline qui forge, qui donne des armes, qui permet de... oui, parce qu'il faut avoir des armes dans la vie, quoi. La vie, c'est pas facile tous les jours, quoi. Et si on donne pas d'outils à nos jeunes, ils sont pas armés pour la vie. C'est un peu ça. Donc, ce que tu nous proposes, c'est qu'on intègre la discipline dans nos vies. Oui. Ce serait une bonne idée, ça ? Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Moi, même si on peut le faire en douceur, hein, c'est pas... Bien sûr. Moi, je ne pense pas que la discipline a à voir avec la souffrance, même si parfois elle peut passer par la souffrance. Oui. Mais elle a à voir avec la régularité, elle a à voir avec un état d'esprit, je crois, davantage. Pour moi, une discipline, c'est comme dire que la philosophie, c'est une discipline. La danse, c'est une discipline. Moi, j'étais nageur, c'était une discipline. Et donc, à chaque fois, c'est d'oser pratiquer davantage ou peut-être s'organiser autrement pour pouvoir faire sa passion. C'est ça, et pousser un peu plus, zapper un peu moins. Parce que des fois, des choses qui ne nous attirent pas au premier abord, quand on creuse un peu, on se dit « Ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout ce que je croyais. » D'ailleurs, moi, je trouve que aussi l'action, c'est l'action, quoi. Être dans l'action. Parce qu'on se fait tout un film de plein de choses, des fois, et puis après, quand on passe à l'action, on se dit « Ah, c'est pas ce que je croyais. » Non. Et c'est souvent comme ça. On pense que quand on va faire... J'ai pas d'exemple dans la tête, là, mais des fois, on se dit « Tiens, je ferais bien ci ou ça. » Puis après, quand on passe à l'action, c'est pas du tout ce qu'on croyait. C'est comme oser. Quand on ose quelque chose, peut-être que le retour sera bien plus fort que même ce qu'on espérait. Tout à fait. Mais si on n'essaye pas, en fait, on continue à imaginer ce que ça pourrait être dans notre tête. Et en plus, ça crée une espèce de blocage où on tourne en rond, où allez, on y va, quoi. Plus vite, c'est comme le pansement, hein. Si on l'arrache plus vite, ça fait moins mal que quand on tire tout doucement. Mais là, c'est un peu pareil, mais c'est peut-être un mauvais exemple. Mais je veux dire que quand on a quelque chose dans la tête et puis qu'on laisse traîner, tiens, je ferais peut-être ça. Des fois, il y a des gens, 2-3 ans après, ils avaient une idée, ils ont toujours pas passé à l'action pour voir qu'est-ce que... Et ça se trouve, s'ils passent à l'action, ils diront « Ah bah non, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. » Mais tant qu'on n'est pas passé à l'action, on peut pas savoir où on va, quoi. Ça donne des directions de vie, l'action, je trouve. Quand on passe à l'action, on peut faire le tri. Bon, ça, j'en veux pas, ça, je veux. Ça libère l'esprit et ça donne vraiment des directions de vie. Mais si on reste qu'avec nos idées, on reste comme ça, quoi. Il faut les mettre en œuvre. Mettre en œuvre, c'est... Ça va être le mot de la fin. Voilà. Mettre en œuvre. Oser les chefs-d'œuvre. Exactement. Merci Françoise. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Je vous retrouve bientôt sur la traversée et notamment sur le débriefing, le retour de Françoise. À très bientôt. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.